Bah, c'est non, c'est parti. Et bonjour à tous. On va commencer par un petit exercice pour se réveiller après les repas. Est-ce que vous pouvez lever la main pour me dire qui d'entre vous a déjà fait un prototype avec des agents IA? Ok. Qui d'entre vous a laissé la main de vous, s'il vous plaît? Parfait. Quelqu'un peut me dire qui est arrivé jusqu'à la production des agents IA? On y reste encore deux, trois personnes. Parfait. Et que des 7 qui sont partis en production, combien continuent toujours à tourner correctement en production? On a encore 2 personnes. Bravo. Et ben, aujourd'hui, je m'appelle Arturo. Je suis architecte des solutions cloud dans l'équipe startup et j'accompagne les startups d'IA génératif. Et j'ai la grande chance aujourd'hui de faire un retour d'expérience avec l'équipe de H Company. H Company, si vous connaissez pas, c'est une startup qui est une des startups qui est les plus matures et les plus innovantes en termes d'agentic AI. Et aujourd'hui, j'ai la chance de donc introduire cette session autour des agents et plus précisément dans les agents de navigation des interfaces utilisateurs avec Pierre-Louis, qui est le lead de la recherche chez H Company et qui va donc nous présenter quelles sont ses avancées en termes des modèles pour l'agentique. Ensuite, nous avons Alexis qui va nous parler, qui est lead, agent lead, qui va nous présenter comment il a mené dès la partie recherche jusqu'à la production d'une plateforme agentique, la plateforme agentique des H. Mais avant de rentrer dans le vif de la matière, je voudrais commencer, hop, je voudrais commencer par un petit peu d'historique. C'est ici, à la station F, qu'a commencé l'histoire avec AWS et H Company. L'histoire est simple. Les cofondateurs, ils avaient une vision de qu'est-ce que ça devrait être l'IA génératif. Au début de 2024, ici à Station F, ils nous ont dit, on aimerait faire plus que simplement des chatbots avec l'IA générative. Ils avaient une vision de ce que c'était l'automatisation grâce à l'IA générative. Il se révèle que cette vision qu'ils avaient, elle s'est traduite aujourd'hui par ce qu'on appelle l'agentic AI, quelque chose qu'aujourd'hui maintenant est considéré comme fondamental, puisque Gartner nous dit que c'est une des technologies les plus importantes à mettre dans sa roadmap pour toutes les entreprises, avec une croissance prévue de 33% dans les 4 prochaines années. Mais finalement, c'est quoi un agent IA? Je vais essayer de rester dans le plus simple et pour commencer à parler de manière pédagogique. Un agent, on peut tout simplement le définir par un modèle qui va être capable de comprendre les instructions et pouvoir les exécuter sur un environnement, donc prendre des actions et pouvoir l'observer. Et c'est cette partie d'ici qui est la plus compliquée. Enfin, en tout cas, c'est les premiers challenges à relever, parce qu'il faut être capable de pouvoir créer un modèle, l'entraîner pour bien comprendre son environnement, mais aussi pour bien comprendre les instructions qui ont été données. C'est donc pourquoi H a décidé de travailler avec nous dans les premiers projets pour entraîner leur modèle avec la solution managée SageMaker Hyperpod. Cette solution a été choisie puisqu'elle est vraiment prévue pour être totalement managée et aider les personnes qui viennent du monde de la recherche académique à pouvoir créer un cluster de calcul d'IA génératif dans les clouds. Pour faire simple, l'architecture aujourd'hui qui est utilisée par Edge Company pour entraîner leur modèle, c'est une architecture qui est basée sur Slurm. Slurm, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de la recherche et donc qui permet donc aux data scientists et aux chercheurs en IA génératif pouvoir rapidement s'intégrer et pouvoir faire des progrès en ce qui concerne de la recherche. Bien évidemment, une fois qu'on a fait la recherche et on a créé des modèles, il faut aller encore plus loin, il faut pouvoir l'intégrer dans son contexte, cet modèle qui a été entraîné. Il y a énormément de complexités qui sont reliées du fait qu'une fois qu'on a créé le modèle, à la mise en production. C'est donc, je donne la parole à Pierre-Louis, qui va d'abord nous présenter leur avancée dans la recherche. Euh, oui, merci beaucoup Arturo. Donc, je vais vous présenter donc les recherches que nous avons faites dans les agents de navigation sur les user interface.
Donc, Arthur nous a présenté les AI agents de manière générale, mais ici, on va s'intéresser aux agents GUI. Donc, c'est des agents qui interagissent avec une Graphical User Interface à partir de screenshots et de contextes textuels, et ensuite, l'agent produit des actions. Et ici, il est important de remarquer que les actions sont dans l'action space d'un utilisateur lambda, donc c'est-à-dire, par exemple, cliquer à des endroits à l'écran, écrire du texte. Donc, il y a une partie de localisation, une partie de prendre une action. La thèse pour laquelle nous développons ces agents, c'est que les API et les MCP ne vont pas remplacer tous les softwares. Il y aura toujours une long tail de softwares qui n'auront pas d'API. Et par ailleurs, certains business models ferment leurs API. Donc, on développe ces agents pour pouvoir interagir avec ce genre de user interface. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'intelligence dans les user interfaces. Les personnes ont développé ça pendant 30 ans. Et donc, du coup, il y a énormément d'informations à en tirer. Et donc, on essaye de développer des agents qui utilisent le même action space et la même observation que les humains. Donc, tout de suite, pour commencer par une petite démo, donc une démo sur le web. Donc, ici, dans cette démo, je vais la lancer tout de suite. L'objectif, c'est de réserver un billet d'avion entre deux villes à une date précise et d'expliquer le raisonnement au cours de la progression. Donc, on a un browser avec une page Google Flights. Et à chaque étape, donc c'est un agent visuel, on prend une capture d'écran et ensuite il y a une partie de reasoning. Donc par exemple, au début, donc on commence par écrire le lieu de départ, le lieu d'arrivée, etc. Et donc on peut voir dans cette démonstration qu'il y a une partie de localisation où au moment où l'agent veut cliquer à un endroit à l'écran, il faut être capable d'identifier la position précise à l'écran pour un intent donné. Euh, donc ça, c'est un exemple sur le web. On peut maintenant passer sur un exemple sur Android. Donc c'est un peu la même idée. Là, c'est un exemple plus simple où ajouter un contact dans un téléphone Android. Donc pareil, donc c'est un peu le même type d'agent où il y a une partie de raisonnement, une partie d'action. Les actions, c'est les actions Android. Donc il y a beaucoup de similarités avec les actions web. Quelques actions en plus, comme les slides par exemple, ou zoomer, ou quelques longues presses, quelques actions différentes, mais globalement, l'action space est quand même très similaire. Et donc, on voit que l'agent arrive à rajouter un contact dans Android. Et Android en particulier, on peut avoir un reward un peu plus précis parce qu'on peut vérifier que l'action a bien été prise dans l'environnement. Donc, sur Edge Company, donc on est une compagnie d'IA, un research lab et une product company. Donc, on développe des agents de navigation sur des UI. On a été fondé en 2024 et on a levé 220 millions de dollars en 2024. Donc, on a 75 employés, principalement à Paris, mais aussi dans d'autres hubs en Europe, comme à Londres et à quelques autres villes européennes. Et donc, comme Arthur le mentionnait, on est customer d'AWS, notamment sur la partie training. Et donc, moi, je m'occupe de la partie développement, entraînement des modèles. Donc, j'ai beaucoup collaboré avec Arturo sur la partie training et inférence. Donc peut-être donner un peu plus de détails sur le fonctionnement de l'agent. Donc notre agent, il s'appelle Surfer Edge. C'est un agent donc multistep, pardon. Donc l'idée, c'est que à gauche, on a une tâche en entrée, un prompt donné par l'utilisateur, et ensuite toute la grande boîte, c'est l'agent. Donc il y a une première composante de mémoire où on a la tâche qui arrive et le raisonnement de l'agent avec l'action space. Et le premier component, c'est la policy qui va prédire une des actions. Donc ici, c'est dans un contexte web. Donc il y a 8 actions. Répondre à la question, refresh, aller à une URL, go back, scroll, wait, write and click. Et write and click, c'est les deux actions qui ont besoin de coordonnées X, Y pour savoir où cliquer sur l'écran. Donc, on a aussi un modèle spécialisé en localisation. Et enfin, la dernière component, c'est un modèle de validation qui vérifie euh, à un screenshot donné si la tâche a été accomplie ou non. Si elle est accomplie, on produit la réponse vers l'utilisateur. Et sinon, on incorpore le feedback du validateur vers la mémoire du modèle et on recommence. Donc, à chaque étape, on a une observation qui vient du browser pour prendre une prochaine action. Pour faire fonctionner ces agents, on a entraîné des modèles. Donc, on a open sourcé ces modèles sur Hugging Face. Donc, on a des modèles de différentes tailles, de 3B jusqu'à 72B. Et ces modèles sont capables d'accomplir toutes les tâches qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, la policy, la validation, la localisation. Et ces modèles sont en fait state of the art sur beaucoup de benchmarks de localisation. Donc, on en a vu sur le web, sur Android, mais également en computer use, sur des applications lambda sur un OS.
On a aussi open sourcé un benchmark de grounding, donc cette tâche de cliquer à certains endroits à l'écran pour favoriser la recherche dans ce domaine. Et on a également publié un rapport technique sur Holo 1 et Holo 1.5, donc c'est la continuité de ce premier technical report. Pour donner une petite indication sur la performance, donc ici on a un graphe avec la taille des modèles en coordonnées X et la performance en localisation en coordonnées Y. Localisation moyenne, donc entre le web, Android et computer use. Et donc ici, on observe une sorte de trend entre les modèles généralistes et les modèles spécialisés. Donc nous, on se considère comme un modèle spécialisé parce qu'on prend un modèle généraliste et on le fine-tune pour faire de la navigation web. Et donc dans les modèles généralistes, on a par exemple les modèles d'Anthropic ou d'Alibaba, donc les Qwen, les Sonnet 4. Et là, on a la première release donc, de Holo 1, où on s'était concentré sur les trails 3B et 7B et d'améliorer d'environ 10% la performance sur Qwen 2.5 VL, qui était le modèle qu'on avait pris à l'époque. Et donc, on a continué d'améliorer nos modèles jusqu'à arriver, donc la dernière release, donc c'est les courbes en rouge, notamment avec un modèle de taille 72B qui est state of the art, même par rapport aux modèles spécialisés. Donc ici, on a les modèles spécialisés de UI Venus, UI Tars, qui sont des boîtes chinoises avec un budget colossal pour faire de la navigation web. Et donc, du coup, nous, on a release ces modèles avec une performance en localisation. Donc la manière d'entraîner ces modèles, c'est qu'on part en fait d'un modèle généraliste. On ne fait pas tout le pré-training nous-mêmes. On part de modèles généralistes qu'on a vu sur la slide précédente, donc Qwen 2.5 VL. On fait une première étape de supervised fine-tuning sur les tâches qui nous intéressent, donc de la localisation sur UI, table understanding, UI, question answering, et aussi énormément de données de navigation, donc à la fois sur tous les environnements, donc sur le web, Android, computer use, ce qui consiste même la slide est outdated, mais maintenant c'est plusieurs millions de traces de navigation. Dans un premier temps, en supervised fine-tuning, et maintenant on fait également du reinforcement learning, donc notamment sur la localisation avec différentes techniques de RL pour encore augmenter notamment le reasoning des modèles pour accomplir les tâches. Donc, pour donner une petite illustration, la tâche la plus basique, la tâche de localisation de grounding, c'est vraiment, donc on part d'un screenshot avec un intent comme click on departure date, et ensuite avec la localisation, on va cliquer donc à cet endroit à l'écran. Et donc avec les modèles qu'on a release, on peut faire cette démo depuis le hub Hugging Face. Donc vous allez peut-être vous demander pourquoi faire des modèles spécialisés. Donc on a déjà eu un élément de la réponse, notamment avec la comparaison en localisation entre les modèles généralistes et les modèles spécialisés. Et en fait, on pourrait se demander pourquoi ne pas juste faire appel à un plus gros modèle et à le prompter et à release des agences, qui est sans doute en fait la première étape que nous-mêmes avons fait pour développer nos premiers prototypes. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un énorme intérêt à avoir des modèles spécialisés, tout dépendant du domaine, mais notamment dans la partie reinforcement learning. Si on prend un vieil exemple, l'exemple des agents pour jouer aux échecs, il y a 10 ans maintenant, il y a eu les modèles AlphaZero de DeepMind, où un modèle a été entraîné pour jouer aux échecs avec du self-play. Et c'était un petit modèle d'environ 20 millions de paramètres. Et il a obtenu des scores meilleur que les meilleurs joueurs d'échecs au monde, donc avec un Elo de 3600 ou même encore plus sur vraiment les toutes dernières versions. Et pourtant, il tournait sur un PC à 1000 $ sur un laptop. Et aujourd'hui, vous avez peut-être vu que les labs DeepMind, OpenAI apprennent à leurs modèles aussi à jouer aux échecs en prompting. Et pour le moment, avec un petit peu aussi de reinforcement learning, on arrive à des Elo de 1600 pour des modèles de 1 trillion de paramètres et sur des clusters de GPU à 1 million de $. Sachant que même avec tous ces paramètres et tout ce compute, on arrive à un Elo d'environ 1600, donc ce qui voudrait dire qu'il perdrait environ enfin, ce modèle-là gagnerait 100 000 fois contre le généraliste. Donc il y a vraiment, dans le cas du jeu d'échecs, vraiment un énorme incentive à entraîner des modèles spécialistes uniquement sur cette tâche avec du reinforcement learning. Et on pense que il se produit un peu la même chose dans les environnements de navigation, parce que c'est un très bon environnement dans lequel on peut simuler énormément, notamment sur des tâches multi-step. Et donc, du coup, on a tout un environnement de simulation dans différents environnements. Et là, on a ploté, par exemple, encore une fois, euh, là, c'est une estimation du coût. Donc, c'est le nombre de tokens nécessaires pour accomplir une tâche en moyenne sur un benchmark pour différents modèles.
Donc, plus on augmente le coût, plus la performance augmente, parce que ça veut dire que peut-être qu'on s'autorise à faire plus d'étapes de raisonnement, ou par exemple, on peut autoriser le modèle à réessayer s'il a raté sa tâche. Donc, à force, au bout d'un moment, c'est du test time compute, il arrivera à résoudre la tâche. Mais malgré tout, ici sur la gauche de l'écran, donc les modèles qui utilisent le moins de ressources et qui ont les meilleures performances, on retrouve les modèles Holo 1 qui ont, sur un benchmark de navigation web, la meilleure performance face à, donc à l'époque, c'était il y a 4 mois, ça, donc c'était Holo 1 contre GPT 4.1, mais maintenant ces résultats se reproduisent sur les derniers modèles. Donc on arrive à environ 5x de cost effectiveness, donc on n'est pas au 1 million par rapport au jeu d'échecs, mais on pense que c'est quand même une bonne approche de faire du RL pour ce genre de tâches. Merci. Merci Pierre-Louis. Donc, une fois qu'on a ces modèles, ces agents, vous vous demandez probablement, OK, on est state of the art, on est censé être les meilleurs, mais qu'est-ce que l'on fait désormais? Donc, chez H, on a envie de maîtriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'on veut aussi prendre ces agents, prendre ces modèles, les mettre en production et proposer le plus de valeur possible sur l'entièreté de la chaîne. Donc pour cela, on a créé une plateforme qui permet d'utiliser des agents en production avec des connexions assez simples. Donc pour vous donner un exemple, on va partir d'un use case. Donc imaginez que votre entreprise vend des biens électroniques et vous avez un objectif, c'est tous les jours d'aller regarder à quel prix vendent vos concurrents, quelles sont les disponibilités de leurs produits et réussir à collecter quelques milliers de références tous les jours. Donc vous aviez probablement à une certaine époque la possibilité de faire ça en embauchant une grande quantité de personnes et en leur demandant tous les jours d'aller contrôler les prix des concurrents. Donc certes, ça fonctionne. Il peut y avoir des erreurs et au-delà de tout, c'est également très lent. Donc on a eu des secondes approches qui sont arrivées avec le développement de l'informatique, qui consistaient à faire du RPA. Donc aller développer des processus d'automatisation pour que, à partir d'un script, on soit en mesure d'aller naviguer certains sites, extraire les informations qui nous intéressent et réussir, là encore, à construire notre base de prix. Le problème, c'est que ça peut casser assez facilement. Imaginez que votre concurrent met à jour son site, tout de suite, votre script se met à ne plus fonctionner, donc vous devez repasser dessus, corriger ces scripts, redéployer. Vous avez peut-être perdu quelques jours de prix et donc vous vous retrouvez à ne pas collecter les données que vous vouliez initialement. Et donc, si on imagine qu'on fait ça à une très grande échelle, sur plusieurs milliers de concurrents tous les jours, ça devient assez vite un enfer de maintenir tous ces scripts-là. Et donc, avec les agents web, ce que l'on peut apporter aujourd'hui, c'est l'intelligence de lancer un agent sur peut-être un millier de websites en parallèle et lui demander d'aller chercher les prix de toutes les références que l'on souhaite obtenir. Et si jamais les sites venaient à changer du jour au lendemain, l'agent va s'adapter. Il va prendre les nouvelles références, aller chercher les prix là où ils sont. S'il y a besoin de réflexion, par exemple, pour se dire, ici, je vois que j'ai un prix unitaire, je voulais une quantité, je voulais une disponibilité. On peut également calculer pour à la fin voir vraiment ce que l'on cherchait à avoir à très grande échelle. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive en production avec des agents. Donc, pour faire cette plateforme, on l'a construite chez H. Et notre premier objectif, ça a été de pouvoir scaler tout cela. Parce que quand on parle d'agents, on diffère des systèmes traditionnels où on avait des environnements stateless, sur lesquels il était assez simple de scaler plus ou moins indéfiniment. Là, aujourd'hui, quand on rentre dans un monde agentique, on a différents problèmes. Le premier étant l'environnement. Si vous voulez ouvrir un navigateur, faire des tâches qui vont peut-être prendre quelques secondes, quelques minutes, voire des jours entiers, il faut réussir à maintenir cet état sur un très grand ensemble et tout en maintenant un agent avec sa mémoire, avec tout ce qui peut faire son flow d'exécution. Avec tout cela, on a également besoin d'intégration, parce que voilà, on est en mesure de faire ces systèmes-là. Et si on se base simplement sur des LLM que l'on construirait, comme cela se fait beaucoup aujourd'hui, on aurait simplement un chat et la plus-value n'est pas énorme pour l'intégrer à des systèmes, existants. Donc on a besoin d'autres intégrations, donc ça peut être avec des API, des SDK, des MCP également, une technologie, qui est sortie il y a désormais quelques mois et qui permet à la fois d'exposer nos systèmes à des agents, mais aussi de proposer des outils qui vont permettre d'intégrer nos agents dans d'autres workflows de manière agentique et également des interfaces graphiques. Donc, par exemple, la démo que vous a fait Pierre-Louis en début de présentation, ce sont parmi les interfaces que l'on développe en open source pour permettre à n'importe qui de construire des applications qui utilisent l'IA et des agents.
Étant donné qu'on a un gros volume d'agents qui sont en mesure de run, disons 100 000 par jour, on veut de l'observabilité sur tout ce qui se passe, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème. Et dans le cas où l'agent a exécuté quelque chose, on veut le savoir. Dès lors qu'il a cliqué quelque part, dès lors qu'il a saisi du texte, on veut pouvoir conserver cet historique et également le voir en temps réel. Donc c'est pour ça qu'on a aussi toute une couche de monitoring qui permet de faire les deux, avec également des intégrations et du contrôle complet. Donc, si tant est que l'on veut inclure un humain, par exemple pour faire du contrôle, lorsque des tâches peuvent être dangereuses, on peut avoir l'agent en mesure de demander l'aide de quelqu'un qui va recevoir une notification et qui va être en mesure de compléter la tâche ou d'ajouter des informations pour réussir à accomplir la tâche. Et enfin, le contrôle du cycle de vie de l'agent. Donc l'agent, comme je l'ai dit, peut run pendant un certain temps. Et donc, si jamais on a envie d'avoir plus de contrôle sur ce qu'il fait, on peut le mettre en pause, on peut le redémarrer, on peut faire du pas à pas pour pouvoir avoir un contrôle entre chaque action. Et également, si tant est qu'on en ait besoin, mettre en place des timeouts pour éviter qu'il se perde dans les méandres du web. Donc, nous mettons à disposition des agents, mais aussi directement les modèles. On les sert, ce qui fait qu'ils sont accessibles via API, directement aujourd'hui gratuitement, au travers des outils qu'on a mis à disposition. Et donc, vous pouvez dès aujourd'hui, avec simplement une clé d'API, appeler nos modèles et obtenir des réponses, ce qui vous permettrait de construire la même chose que les démos que l'on vous a présentées précédemment. Donc, on a des modèles en 3B, 7B, et on construit des modèles toujours plus gros aussi pour vous les mettre à disposition. Et sur ces modèles, bien sûr, on monitore toujours les coûts, de notre côté et également les temps de réponse pour s'assurer que tout fonctionne bien. Étant donné que nos agents run depuis nos serveurs, on a aussi le souhait de pouvoir collecter tout ce qu'ils font, donc à la fois pour faire du reporting auprès des utilisateurs, mais aussi pour nous, pour permettre de débugger et d'améliorer les agents, et également utiliser ces données pour faire, par exemple, du reinforcement learning ou améliorer nos modèles et continuer à améliorer tout ce que l'on fait. Donc pour tout cela, on a développé des outils, qui nous permettent de collecter les traces sur l'ensemble de ce que font les agents, incluant toutes les entrées, les sorties qui peuvent intervenir avec nos LLM et VLM. Une fois que l'on a ces traces, que l'on améliore nos agents, que l'on débug, qu'on fait des nouveaux cycles d'itération, on a envie de vérifier que tout va dans le bon sens, que nos agents continuent à s'améliorer. Et donc ça peut être une tâche assez compliquée, parce que comme vous le savez, lorsqu'on appelle un LLM, il peut y avoir des hallucinations, c'est non déterministe et donc on n'a pas la certitude que ce qui marchait hier va continuer à fonctionner aujourd'hui. Donc pour vérifier que nos agents continuent à s'améliorer, on a besoin d'un ensemble de tâches, un grand ensemble, sur lequel on va pouvoir les lancer et vérifier que dans la plupart des cas, ça fonctionne bien. Et donc c'est les benchmarks que l'on a mis en place. Donc on utilise à la fois des benchmarks publics type Web Voyager et également on développe nos propres benchmarks qui nous permettront d'itérer et de vérifier que à la fois nos modèles et nos agents vont dans la bonne direction. Et donc, on a créé cette pipeline qui nous permet d'itérer assez rapidement. Donc, on va être en mesure assez souvent de créer soit un nouveau modèle, soit un nouveau code d'agent. Une fois qu'il est fait, on va pouvoir le pousser sur notre plateforme, depuis laquelle on pourra lancer les benchmarks qui vont peut-être lancer un millier de tâches et vérifier que le résultat est atteint ou non, ce qui va nous permettre d'obtenir un score à la fin. Et en fonction de ce score-là, si jamais l'agent est meilleur, on va être en mesure de le pousser directement en production. Et dans le cas où il est moins bon, on peut continuer vers un nouveau cycle d'amélioration. Sachant que décider si jamais l'agent est bon ou pas, c'est pas forcément uniquement la performance pure, brute, le score sur le benchmark, mais ça va être aussi la vélocité et le coût qui peuvent entrer en jeu, selon si on veut des agents plus ou moins rapides ou plus ou moins efficaces. Donc chez H, comme je l'ai dit, on fait pas mal d'open source, donc ça a plusieurs avantages. Pour nos clients, tout d'abord, ça leur permet d'avoir confiance en nous, parce que voilà, on publie ce que l'on fait, on est transparent et donc de cette façon-là, tous les résultats que l'on publie sont vérifiables. Donc si jamais vous ne croyez pas nos résultats que l'on publie sur nos benchmarks, bien vous avez le code à disposition, vous avez les modèles, vous pouvez les run chez vous et vous assurer que oui, en effet, on n'a pas menti. Ça permet également d'avoir une bonne visibilité. Étant donné qu'on donne beaucoup à la communauté, on a une certaine mise en lumière qui permet de, voilà, nous faire connaître en tant qu'entreprise de l'IA française. Et également, si jamais vous aviez pour objectif de faire appel à des agents web, des agents mobiles ou des agents computer use, vous pouvez déjà commencer avec les morceaux open source que l'on a développés, essayer, voir si cela répond à vos besoins. Et si c'est le cas,
venir nous voir et nous pourrons travailler ensemble sur vos use cases. Pour les techs également, étant donné que, l'IA agentique est un domaine assez nouveau, on a pour l'instant un manque de normes. Donc chacun va en quelque sorte développer ses solutions, ses moyens de communiquer entre agents. On voit qu'avec les MCP, on a un premier draft qui permet de penser comment les agents pourraient interagir avec les systèmes un peu plus legacy, mais ça reste, au début. Donc on veut aussi faire partie de ces développements-là et en donnant à la communauté, ça donne aussi l'occasion à d'autres personnes, de se brancher sur les mêmes protocoles et d'avoir des agents interopérables. Et enfin, pour, les employés de Hash, donc, pour nous, ça nous donne de la visibilité, mais également, ça nous permet de conserver nos meilleurs éléments et d'en attirer de nouveaux. Donc, comme nous l'avons dit, notre objectif chez H, c'est de créer de très bons agents, à la fois en termes de coût, de rapidité, d'avoir le meilleur ratio, parmi tout cela et de rester à un coût très maîtrisé, ce qui permettra demain, d'intégrer des agents dans les workflows des entreprises, sans avoir des coûts qui explosent, comme on pourrait le voir aujourd'hui si on va simplement sur des workflows assez naïfs. Donc, chez H, notre objectif, est de, redéfinir les limites qui peuvent exister entre les humains et les machines, redéfinir la manière dont on interagit avec ces machines-là. Donc, pour les 10-20 dernières années, vous aviez probablement l'habitude d'aller sur des ordinateurs, sur des sites web. Vous aviez en tête votre tâche, ce que vous vouliez faire et ensuite, pendant peut-être 5-10-20 minutes, vous alliez remplir un formulaire, opérer sur un site, cliquer 10-20-30 fois, saisir du texte, alors que vous saviez initialement ce que vous vouliez faire. Donc ce que nous cherchons à produire, c'est que à partir simplement de l'idée, du raisonnement, de la tâche que vous voulez effectuer, réussir à arriver directement sur le résultat. Donc vous déléguez cette tâche à un agent qui va opérer pour vous toutes les actions que vous auriez dû, par le passé réaliser. Et donc de cette façon, nous allons redéfinir, ouais, comment les humains et les machines interagissent et à partir de là, vous libérez du temps pour, vous concentrer sur les tâches qui importent vraiment. Hop, salut. Ouais. Donc, je vous remercie pour, votre écoute. Donc vous avez un QR code ici, si vous voulez bien nous laisser un feedback sur la session, si vous l'avez appréciée, je vous en prie, faites. Et également, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous rencontrer, on est disponible sur le stand de Hash, dans la pièce principale. Je vous remercie. Hop. Coup, on peut rester quelques minutes ici si vous avez quelques questions avant que la prochaine session commence dans 15 minutes. On va rester quelques minutes là si vous voulez savoir un peu plus. Merci beaucoup.